Ce chapitre pourrait bien cacher la preuve d'un inévitable Domi-Reversi de Loki, et je vais absolument tout vous expliquer. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, analyse du chapitre 1176 de One Piece. Comme je viens de vous le dire, nous allons analyser en profondeur comment et pourquoi les nouvelles révélations sur le Domi-Reversi qui nous ont été faites ajoutent du crédit au très prochain contrôle de Loki par Imu. Nous allons également voir les améliorations et power-up conférées par Lilith à Franky, ainsi que Chebek. Ouais, on va parler de Chebek et vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et même à commenter si l'envie vous prend. Merci à vous et nous nous retrouvons dans quelques instants pour le début de cette review. Récemment, je vous ai demandé sur YouTube votre avis sur l'arc d'Elbaf et j'ai été assez surpris de voir que pas mal d'entre vous s'ennuyaient, le trouvaient long ou tout juste ok. Alors je me suis dit que pour vous faire passer le côté soporifique de cet arc, un allié tel que Emma serait parfait pour vous aider. Emma développe des produits entièrement pensés et étudiés pour améliorer votre repos le plus important, le sommeil. Leurs matelas sont conçus avec une mousse à mémoire de forme qui épouse le corps et s'adapte à chaque position avec plusieurs zones de soutien pour mieux répartir la pression et maintenir un bon alignement durant toute la nuit. Pour optimiser la circulation d'air, ils intègrent aussi une technologie respirante rendant votre sommeil beaucoup plus stable et réparateur. Le Emma Original Pro régule par exemple la température de votre corps pour un sommeil rapide et ce malgré ses 5 couches de confort, son épaisseur de 27 cm et ses 7 zones pour un soutien ultra personnalisé. Du 6 au 23 mars, nous sommes en pleine promo d'hiver, les Sleep Weeks 2026. En vous rendant sur emma.fr, vous découvrirez des réductions allant jusqu'à 50% qui se cumule avec les 10% de mon code Goji One Piece, valable uniquement sur les produits en promotion jusqu'au 23 mars. Comme ça, et même si vous ne voulez pas changer de matelas, Emma propose quand même des oreillers, des couettes ou encore des surmatelas sans vous ruiner pendant les Sleep Weeks. Les matelas sont garantis 10 ans, vous avez 100 nuits pour les tester tranquillement chez vous, la livraison et les retours sont gratuits et il est possible de régler en plusieurs fois sans frais. C'est le moment parfait, n'hésitez plus un seul instant et merci à Emma de sponsoriser cette vidéo. Alors, nous allons commencer par un bref résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce chapitre 1176. Lilith offre à Franky une amélioration de ses capacités avec son super Vega Cola, une technologie qu'elle a pu mettre au point en aspirant la chaleur et l'énergie des flammes qui consumaient l'école et la bibliothèque d'Elbaf, les sauvant alors de la destruction. Lui, ainsi que Jinbei et Sanji, s'occupent de Killingham et d'un de ces monstres pendant que du côté des géants Domi-Reversi, un changement s'opère. Dory et Brogy parviennent à récupérer un peu leurs esprits et se rendent compte de l'horreur qu'ils allaient commettre en tuant Yarul et décident alors ensemble de sauter la vie. Sauf que c'est précisément comme ça qu'ils parviendront à se défaire de l'emprise d'Imu. Après être morts dans leur forme Domi-Reversi, ils reviennent à la normale presque comme si de rien n'était. Maintenant, les géants et Zoro lui-même savent ce qu'ils doivent faire, tuer leurs alliés sans craindre de vraiment les blesser. Voilà, c'était un résumé assez expéditif car le chapitre reste quand même assez simple, mais je dois bien avouer qu'il cache beaucoup plus de contenu qu'on le pense. Vous allez le voir tout de suite avec l'analyse que je vous ai préparée pour cette review, mais énormément de choses nous sont teasées, des théories dingues peuvent être faites et on commence maintenant avec Franky et Lilith. Ça ne vous aura donc pas échappé, Lilith utilise le feu qu'elle a éteint précédemment comme source d'énergie pour Franky afin qu'il n'utilise non plus du cola tout simple, mais une énergie bien plus puissante, le Super Vega Cola. Et wow, je sais pas comment dire, et si vous aussi vous avez eu cette sensation, mais j'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'était apaisée. Nous qui attendions depuis des années la rencontre entre Vegapunk et Franky pour une possible amélioration de la technologie de notre cyborg, Egghead a été un putain de pétard mouillé, excusez-moi pour les termes, limitant au maximum les interactions entre le scientifique et le charpentier. Et moi, depuis ce moment-là, je n'ai plus eu le goût au bonheur. Ah non, ça y est les gars, on attend ça depuis 48 ans pour qu'à peine ils échangent 3 mots là, durant tout l'arc. C'était trop dur, trop dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens bien heureux, apaisé, léger. Vegapunk, ou du moins Lilith, a pris 3 secondes de son temps pour changer tout le gameplay de Franky jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc je vous le réexplique, mais apparemment Lilith nous a introduit une invention qui lui permet d'absorber et d'utiliser l'énergie qui est abonde dans Elbaf. Typiquement, cette énergie se présente sous forme de chaleur dans l'école et la bibliothèque d'Elbaf en proie aux flammes. Quand Lilith utilise son appareil, toute cette chaleur est aspirée, sauvant alors ces lieux si chers aux géants. Donc là, il y a 2 choses dont je veux vous parler, le rêve de Vegapunk et le power-up de Franky. En commençant par le sujet Vegapunk, vous avez sûrement raté quelque chose d'intéressant dans ce chapitre. Quelque chose qui aurait en tout cas pu passer à la trappe si vous n'avez pas été assez attentif durant l'arc d'Egghead. Le rêve de Vegapunk, c'est un monde où l'énergie serait gratuite et disponible de
partout. C'est ce qu'il révéla dans le chapitre 1068 au titre plutôt évocateur. Si dit comme ça on n'arrive pas trop à imaginer comment Vegapunk peut s'y prendre, lui il semble en avoir une idée bien précise. De ses yeux, l'énergie est présente partout autour de nous, ou du moins autour d'eux, et s'il était capable de le transformer en quelque chose de tangible, alors il pourrait l'utiliser de manière illimitée. C'est précisément ce que Lilith a semblé faire aujourd'hui. Elle a en effet transformé l'énergie et la chaleur émanant du feu pour la convertir en énergie et la conférer à Franky. Il faut cependant prendre autre chose en compte. Elbaf semble dégager une énergie très spéciale. Elle explique aujourd'hui, mais elle a aussi mentionné au chapitre 1133 en disant que le climat d'Elbaf est parfait et que toutes les technologies liées au climat justement fonctionnent à la perfection. Donc quoi qu'il en soit, on a découvert ce que Vegapunk sous-entendait en parlant d'énergie disponible partout. C'est l'énergie du monde et notamment celle du feu. Le feu est bel et bien important puisqu'il existe la fameuse Mother Flame, tristement connue pour avoir détruit Lulusia en étant utilisée par Emu, et Lilith disait bien que la technologie de Egghead était alimentée par le feu qui peut être converti en toutes sortes d'énergie au chapitre 1065. Le contrôle des flammes par Lilith aujourd'hui est donc très bien vu de la part d'Oda, franchement c'est vraiment top, j'aime beaucoup et en plus de ça, ça introduit ce que j'attends depuis le début d'Elbaf justement, le power-up de Franky. On en vient donc à ce deuxième sujet, rappelez-vous qu'au tout début de l'arc d'Elbaf, je vous spammais qu'ici pourrait être le lieu de la deuxième ellipse des Mugiwara, ici pourrait être l'endroit où tous subiront leur power-up pour l'arc final. Eh bien, je crois que nous y sommes. Alors bon, l'ellipse de quelques semaines ou quelques mois, c'est pas encore gagné, mais par contre, c'est bien ici que les Mugiwara peuvent en apprendre plus sur leur pouvoir et leur utilité. À commencer par Franky, qui d'après moi pouvait utiliser les connaissances de Lilith pour s'améliorer, lui mais aussi le Franky Shogun et le Sunny. C'est donc aujourd'hui un super bon début avec ce super cola, il va indéniablement gagner en puissance et en utilité, mais ça ne sera pas le seul, et ce chapitre en est la preuve, ce n'est que le commencement. En plus de ses compétences physiques comme montré aujourd'hui, le rayon laser de Franky deviendra bien plus intense. Si on compare le premier cauchemar qu'il a défait au chapitre 1146 avec son laser justement, il était bien moins amoché que celui de ce chapitre juste avec un seul point. Et surtout, le cauchemar d'aujourd'hui était plus gros et menaçant. Les dégâts sont donc exceptionnels. Franky va subir un énorme power-up, lui, mais donc aussi le Franky Shogun, qui apparemment n'a toujours pas la capacité de tirer un rayon laser. Ouais, je pensais qu'il pouvait tirer un rayon laser, mais non, et je sais pas trop pourquoi j'avais cette idée en tête, mais il ne peut que expulser de l'air compressé, ce qui est terriblement dévastateur malgré tout. Avec cette amélioration, il pourra offrir à son robot un vrai laser, et pas n'importe lequel. Mais surtout, c'est le Sunny qui va vivre sa meilleure vie, parce que sa source principale d'énergie, notamment dans les coups de burst, etc., c'est précisément le cola. Donc si Lilith est capable de multiplier son effet, le Sunny deviendra une véritable fusée, et je ne rigole même pas. Au chapitre 1090, Franky disait que le Sunny pouvait planer jusqu'à 1 km avec son coup de burst. Maintenant que l'effet est amélioré, jusqu'où pourra-t-il aller? Sera-t-il 2, 5 ou 10 fois plus puissant? Parviendrait-il même à accéder aux îles célestes qui se situent pour certaines à 10 km d'altitude? En fait, cette amélioration du Sunny va forcément avoir lieu car le burst se base sur le même principe du cola qui a été upgrade aujourd'hui. Mais du coup, scénaristiquement, ça va changer quoi? Dans quelles circonstances les Mugiwara auront besoin non pas de voler sur 1 km, mais sur 2, 3 ou même plus? C'est ça qui est intéressant du coup avec cette amélioration et ce que le combo Lilith-Franky peut apporter. D'ailleurs, que ce soit côté énergie, c'est vraiment top, mais j'espère aussi que l'armement général et la résistance du bateau ou de Franky lui-même sera également modifié et amélioré pour être davantage en adéquation avec les monstres qu'ils affrontent désormais. Bref, je suis parti un peu de partout, mais c'est rare qu'on parle de lui et pour le coup, ce chapitre annonce que du bon pour Franky et pour le power-up qu'il a vécu aujourd'hui. C'est le moment de parler de Sanji et Killingham. Oui, notre cuistot est là pour combattre ce dernier après avoir précédemment libéré Robin des ronces de Somers. Du coup, c'est pas Somers qu'il est allé fight, vous voyez, j'en étais quasi persuadé, sauf que dans les derniers chapitres entre Loki et Luffy, surtout Luffy d'ailleurs, le chevalier divin des ronces ne peut sûrement plus faire grand chose actuellement. Bref, Sanji a attaqué Killingham en particulier après que ce dernier ait maltraité Jinbei car ce dernier appartient au peuple des hommes poissons. Une bonne grosse discrimination comme on les déteste qui a bien été corrigée par le GOAT qu'est Sanji, pour une fois qu'il ne défend pas qu'une femme. Profitons-en les potes. Alors j'aimerais m'arrêter sur les insultes proférées par Killingham, lui qui semble détester les hommes poissons et vraiment agir comme n'importe quel des dragons célestes qu'on a pu croiser jusqu'à maintenant. Sauf que si quelqu'un ressemble à un homme poisson dans ce chapitre, c'est bien Killingham, donc je sais pas trop comment il a fait son bail pour se retrouver au milieu des dragons célestes, mais je pense qu'il a juste renié ses origines au point d'avoir oublié qu'il est lui-même l'un des leurs. En insultant Jinbei, il est juste dans un pur déni. Killingham aurait pu être récupéré par un dragon céleste après avoir été réduit en esclavage, mais en voyant le potentiel qu'il
qu'il avait, ils ont décidé de le garder, le recruter, peut-être même l'entraîner. Puis même, on sait bien que les dragons célestes donnent à manger des fruits du démon à leurs esclaves. Est-ce qu'ils auraient fait la même à Killingham dans leur délire pervers et chelou, jusqu'à découvrir que finalement, ces pouvoirs pourraient être bien utiles et qu'il savait déjà bien s'en servir? Est-ce que vous voyez l'idée? Ça expliquerait bien pourquoi c'est un homme poisson, mais pourquoi il fait partie du gouvernement tout en rejetant son propre sang du coup. Du côté de Sanji qui le combat maintenant, on sait que tant qu'il n'aura pas le haki des rois avancé, il ne pourra pas vraiment l'emporter sur lui. Par contre, on peut noter deux choses. Le fait qu'il lui pète son casque pourrait rendre Killingham absolument fou, pris de panique à l'idée de partager le même air que des humains ou d'un homme poisson justement. Ça peut être soit positif pour Sanji, puisqu'il s'évanouirait ou un truc du style, spoil, ça serait giganaze, mais bon, soit ça serait négatif et du coup Killingham deviendrait encore plus dangereux et plus fou quoi. La deuxième chose à noter, c'est qu'il y a un monde où le feu du Ifrit Jump de Sanji, combiné avec son haki de l'armement avancé et tout, lui permettent quand même d'infliger de gros dégâts à Killingham. En vrai, et quand on y pense, à 3 reprises, les éléments ont eu un effet assez dévastateur sur les serviteurs d'Imu. Il y a eu les poings enflammés de Garp face à Chebek dans sa technique finale, il y a eu la foudre de Loki sur Harald et la foudre de Luffy sur Summers. Alors oui, chacun de ces utilisateurs avait le haki des rois, mais les éléments étaient aussi présents chaque fois, donc la question est de savoir si l'utilisation du Ifrit Jump de Sanji avec le feu et le haki ne pourrait pas provoquer beaucoup plus de dégâts qu'on ne le pense à Killingham. Voilà, après j'avoue, je pense qu'on va commencer à voir le début d'un haki des rois chez Sanji très prochainement, surtout si on est dans la même dynamique que Franky, à savoir la révélation de power-up pour s'adapter à leur adversaire actuel. Franky, lui, a eu un power-up pour s'adapter aux monstres des cauchemars, ça a marché du feu de Dieu. Sanji doit à son tour avoir un power-up pour s'adapter à son type d'adversaire. Lui est trop puissant pour se contenter des monstres oniriques, il faut qu'il tabasse du chevalier divin et donc qu'il ait ce fameux fluide royal. Finalement, la plus grosse information que nous avons eue aujourd'hui dans ce nouveau chapitre se trouve autour du Domi Reversi. Après que Dory et Brogy se soient entretués, leur pacte démoniaque mis en place par Imu en personne se retrouve annulé. Il semble en effet que le Domi Reversi disparaisse lorsque son utilisateur meurt, menant ainsi au retour à la normale, mais aussi à une régénération assez complète. Ouais, vous avez bien entendu, du coup ça pose un petit problème et on va en parler très rapidement. Ce chapitre révèle officiellement la faiblesse du Domi Reversi d'Imu. Il faut tuer ces démons, censés être immortels, pour les libérer de son entrave. Alors par où commencer? Parce que c'est à la fois très simple mais aussi un peu casse-tête cette histoire. Oui, sur papier c'est simple, il faut leur infliger assez de dégâts pour les tuer, et normalement c'est bon, ça passe. Sauf qu'il faut pas non plus oublier que les êtres Domi Reversi sont censés avoir des avantages assez dingues, tels que par exemple et au hasard, une force et une taille décuplée, et surtout une régénération constante. Plus précisément, Imu fait mention d'un corps immortel au chapitre 1150. Alors si Imu le dit, on va la croire gentiment puisque c'est quand même son pouvoir et elle le sait mieux que nous. Et en fait, elle a raison, mais pas totalement, puisque c'est vrai que personne au monde ne serait capable d'outrepasser la résistance de ces démons, et les seuls qui peuvent le faire sont trop peu nombreux pour faire partie d'une potentielle menace et d'une généralité. Je parle évidemment des utilisateurs de haki des rois avancés tels que Roger, Garp, Loki et probablement Luffy. Si je les mentionne, ce n'est pas pour rien et vous le savez très bien. Roger et Garp, grâce à leur haki des rois, sont venus à bout de Chebek au chapitre 1165, et Loki, aussi avec son haki des rois et ses 152 000 fruits du démon, a pu tuer Harald qui était dans une forme assez proche du Domi Reversi. Bref, vu la rareté de ces spécimens, il est normal qu'Imu ne les considère pas comme une menace commune et donc que pour elle, les êtres sous Domi Reversi sont immortels. Ils le sont jusqu'à tomber sur des légendes surpuissantes. C'est du coup ce qui fait toute la spécificité du Domi Reversi. Tant qu'on ne tombe pas sur les 2 ou 3 seuls mecs capables d'utiliser ce pouvoir dans le monde, on est safe. Ça va. Et c'est aussi le paradoxe d'Imu en fait. Pour l'instant, nous n'en savons absolument rien. Mais de ce que je sais, Imu n'utilise pas le Domi Reversi à tort et à travers. Déjà car elle doit prendre possession d'un corps comme un membre du Gorosei ou des Chevaliers Divins, et chaque fois qu'ils apparaissent quelque part, c'est pour une situation qui s'apprête à changer la face du monde. Et de notre côté, chaque fois que le Domi Reversi est utilisé, c'est forcément pour combattre des adversaires assez puissants pour le faire. En tout cas, et jusqu'à présent, ça a été le cas. Donc, encore une fois, on ne sait pas exactement dans quel cas Imu utilise ce pouvoir, mais on peut croire qu'elle l'a déjà fait dans des circonstances un peu plus simples, comme par exemple pour attaquer le royaume où se trouvait Brook sans qu'il y ait d'utilisateur de haki des rois avancés, ou même sans utilisateur de haki tout court. En tout cas, j'espère pour elle, car ça serait con qu'elle utilise toujours ses démons face à leur plus grande faiblesse, des utilisateurs de haki des rois. Ça n'aurait pas de sens. On s'égare un petit peu, mais effectivement et pour l'instant, le Domi Reversi est un petit peu paradoxal, car toujours utilisé face à des personnes capables de le contrer. Mais en vrai, c'est pas trop ça qui m'inquiète, car oui, quelque chose m'inquiète, les potes. C'est que factuellement, le chapitre donne une information erronée. Quand un démon meurt sous Domi Reversi, il ne revient pas à la normale entièrement régénéré. Ou alors le frérot de Chebek a eu un bug et il doit envoyer une réclamation au service client, parce qu'il était à la fois totalement épuisé mais aussi totalement blessé par son combat. Donc oui, il a bien été libéré par Roger et Garp
du Domiriversi, si on en croit ce chapitre, et c'est parce que ces derniers ont réussi à le tuer quand il était dans cette forme. Déjà, GG à eux, belle performance, sachant qu'il était physiquement encore plus résistant dans cette forme. Mais alors pourquoi Chebek n'était pas soigné de ses blessures et surtout un peu plus prêt à combattre, ce qui l'aurait sauvé de l'arrivée des Chevaliers Divins? C'est vraiment là toute la difficulté de ce chapitre et de la révélation qu'on vient d'avoir. Mon avis sur le sujet, c'est que je pense quand même que le Domiriversi de Chebek et celui des géants étaient différents. Les géants ont chuté dans un monde parallèle, limite en devenant démons, ils ont littéralement flip pour se transformer, et aujourd'hui, après avoir été vaincus, ils ont flip à nouveau pour retourner à la normale. Et là encore, ils n'ont été régénérés que de la tête qu'ils se sont entrecoupés, mais la main de Brogy précédemment détruite par Imu, elle n'a pas été soignée. C'est bien la preuve que cette régénération a comme limite fixe les dégâts ayant occasionné la mort du démon sous Domiriversi. Or, le cas de Chebek était différent, il a été transpercé et transformé par le Domiriversi, il n'a pas eu le même schéma de transformation que Dory et Brogy, donc est-ce que ça change quelque chose? C'est fort probable. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous avez tous la même question sur le bout des lèvres. Si l'annulation du Domiriversi régénère ceux qui ne l'ont plus, est-ce que ça signifie que Chebek est vivant et a survécu à God Valley? Je vais vous dire très honnêtement les bros, et sans prendre de pincettes, que non. Normalement, ça ne change strictement rien à l'histoire et à la fin de Chebek. En fait, qu'il ait été régène ou non, il semblait être incapable de bouger après avoir encaissé l'attaque ultime et combinée de Roger et Garp. Sinon, Chebek se serait levé pour affronter les Chevaliers Divins qui arrivaient devant lui, chose qu'il n'a pas pu faire puisqu'il les a littéralement laissés venir à lui. Et pire encore, ces Chevaliers Divins, Garling plus précisément, l'a achevé. Il a fait ses adieux à Roger et Garp, il était déjà aux portes de la mort comme en témoignent ses blessures et le sang sur son corps. Il n'a pas pu survivre à cette exécution, chose qui a d'ailleurs été confirmée par Gaban et Rayleigh qui ont semble-t-il tout vu de leurs propres yeux en affirmant que Rox était mort. Cerise sur le gâteau, en plus de tout ça, l'île a sombré dans les océans carrément. Donc là on a le combo total, attaque fatale de Roger et Garp, exécution par Garling, confirmation par Rayleigh et destruction de God Valley. Chebek était un monstre, mais s'il a survécu à ça, c'est pas lui qu'il faut féliciter, c'est Oda qu'il faut engueuler. Non mais en vrai il n'aurait aucune raison de survivre à cet enchaînement, mais en plus de ça je continue de douter de l'utilité de son retour aujourd'hui. Pourquoi faire? Révéler des secrets au monde? On n'en a pas besoin de lui, on est aux portes de l'Aftel là, on va tous les découvrir bientôt. Pour combattre le gouvernement, Chebek aurait pas loin de 80 balais, et c'est pas comme si les protagonistes manquaient de puissance, c'est plutôt même l'inverse. On se demande toujours comment Imu va réussir à résister aux plus puissants pirates, aux géants, révolutionnaires et même aux samouraïs qui sont aujourd'hui alliés à Luffy. Alors honnêtement, le retour de Chebek, on s'en passera bien. Après j'ai peut-être pas la même vision que vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'après vous quel serait l'intérêt d'un retour de Chebek à notre époque, et surtout si d'après vous il est bien mort sur God Valley ou non. Mais ouais, moi je trouve que le fait qu'il soit l'homme à la cicatrice de feu, etc., réintroduire Chebek juste pour un rod poneglyph, franchement autant le laisser à Gaban. Maintenant, parlons d'un autre sujet toujours relié au Domiriversi, Loki. Avec le danger du Domiriversi qui plane sur absolument tout le monde, du moins jusqu'à ce que Oda précise qui peut le subir ou non, tous les regards sont pointés vers Loki. Ce n'est un secret pour personne, le prince maudit ferait un parfait démon d'Imu pour enfin proposer aux antagonistes un personnage qui vaut encore un peu quelque chose et qui représenterait un véritable danger pour les gentils. Voilà. Sauf que voilà, avec cette histoire de Domiriversi, on ne savait pas vraiment comment cette malédiction pouvait se briser et ce que ça incluait. On savait que le Haki des rois pouvait y être pour quelque chose, mais à quel prix? Est-ce que ça tuait totalement le pauvre Boog qui s'était fait Domiriversi et était privé de ses mouvements? Ce chapitre nous révèle du coup que non, on tue le démon, mais l'homme derrière reste en vie. Donc, avec tout ça, est-ce que Loki ne pourra pas finalement être Domiriversi lui aussi? En étant parfaitement honnête, je le pensais et je le pense encore toujours trop particulier pour être victime d'une telle transformation. Mais en prenant du recul, les gars, Chebek l'a été. Alors attention, malgré le Domiriversi, Chebek gardait un étonnant contrôle de ses émotions, il était coriace, et c'est d'ailleurs Imu en personne qui le reconnaît bien volontiers. Donc j'imagine bien que si Loki en vient à subir le même destin, lui non plus ne perdrait pas conscience facilement, bien au contraire. Mais peu importe, parce que si ça en vient à arriver et que Loki se fait vraiment Domiriversi, vu qu'encore aujourd'hui le raid sur Elbaf du gouvernement commence à prendre l'eau et qu'ils vont devoir trouver une solution ultime pour le réussir, alors le prince maudit représentera le boss final d'Elbaf à vaincre pour repousser Imu et tous les autres qui n'auront plus aucune chance de vaincre les Mugiwara et les géants. Et c'est ici que la magie opère. Vous l'avez vu durant tout ce chapitre, certains Mugiwara ont commencé à passer à l'action et même à présenter des nouveautés dans leur technique, comme Franky par exemple. Ça sera le cas encore et pour plusieurs Mugiwara à venir dans les prochains chapitres, du moins en théorie. Et si c'est le cas, c'est simplement car Oda se prépare à nous proposer une gigantesque alliance de tous les membres de l'équipage contre un seul ennemi commun, Loki,
sous Domi-Reversi. Plus précisément, nous allons avoir un remake de Thriller Bark et Punk Hazard, les Mugiwara face à un géant antique et face à un dragon. Sur Thriller Bark, ils ont affronté Oz. Oz était un géant antique, tout comme l'est aujourd'hui Loki, ou du moins, il descend de cette race de géants. Oz était aussi manipulé, il venait d'un monde enneigé, glacé. C'est là-bas qu'il est mort et qu'il a été récupéré pour devenir le pantin de Gecko Moria grâce à son pouvoir des ombres. Pour en venir à bout, les Mugiwara n'ont pas vraiment pu en fait. Oz était par définition immortel, puisque déjà mort, et seule l'annulation du pouvoir qui l'animait, l'annulation du pouvoir de Moria, pouvait vaincre et tuer le géant antique. C'est ce que les Mugiwara ont réussi à faire en combattant tous ensemble. Individuellement, ils n'étaient pas à la hauteur, et même ensemble, ils n'étaient pas capables de le vaincre, car il a fallu attendre que Moria lui-même retire son ombre, sans quoi ils n'avaient pas les pouvoirs de l'annuler par eux-mêmes. Aujourd'hui, si Imu Domi-Reversi Loki, alors nous aurions exactement le même cas de figure, quasiment à la ligne près. Loki est donc lui aussi un géant antique, et il vient lui aussi d'une zone froide, glaciale, puisqu'il fut emprisonné dans le royaume des morts d'Elbaf. Notons par ailleurs que Oz, après avoir été récupéré par Moria, était emprisonné dans une chambre froide dans le navire des morts sur Thriller Bark, avant d'être animé par l'ombre de Luffy. Ensuite, Loki serait immortel tout comme l'a été Oz, par un pouvoir démoniaque. Ils peuvent être vaincus, mais il faudra soit utiliser le Haki des rois, soit s'en prendre à celui à l'origine de ce fameux pouvoir. Et pour finir, Loki est tellement puissant qu'avec le Domi-Reversi, il ne sera probablement pas vaincu par un seul personnage, tout comme pour Chebek avec Roger et Garp, ou encore une fois, le géant Oz que l'équipage n'aura pas réussi à achever tous ensemble. Tout ça pour vous faire comprendre qu'un Loki qui passe chez les méchants après un contrôle, c'est un parallèle plutôt stylé avec Thriller Bark. Mais c'est pas tout, Loki est un dragon et c'est pourquoi je parlais de Punk Hazard à l'instant. Les Mugiwara n'ont pas souvent attaqué ensemble un seul adversaire. Il y a eu Oz, il y a eu le pacifista de Sabaody, et c'est presque tout. Enfin, il y a rarement eu plus de 4 Mugiwara sur le même adversaire. Mais sur Punk Hazard se trouvait un certain dragon rouge, et ce dragon rouge, bien qu'il ne représentait pas du tout un danger pour notre équipage, a tout de même nécessité leur combinaison pour en venir à bout, ou du moins aider Zoro à en venir à bout. Luffy lui a fait perdre de l'altitude et Usopp a créé un trampoline pour permettre à Zoro de gagner encore en hauteur et de couper la tête du dragon, ainsi que de mener à la victoire ce petit groupe. C'était donc un travail d'équipe pour venir à bout d'un gros adversaire, bien que pas franchement très puissant. Et maintenant que vous avez très bien compris où je veux en venir, écoutez ça. La transformation de Loki pourrait permettre à tous les Mugiwara de combattre ensemble un adversaire commun. Individuellement, personne n'y arrivera, mais tous ensemble, chacun parviendra à lui infliger des dégâts et l'immobiliser pour permettre à Luffy et Zoro de le tuer. Pourquoi ces deux-là précisément? Car ce sont les seuls pour l'instant aptes à utiliser le Haki des rois dans sa forme avancée, même si Sanji pourrait parfaitement participer en tant que troisième plus grande puissance de l'équipage à leur côté. Et là où Zoro aura toute son importance, c'est que lui, trancher les dragons, c'est littéralement inscrit dans son ADN. Shimotsuki Ryuma, son ancêtre, a tranché la tête d'un dragon au-dessus de la capitale de Wano et est mondialement reconnu pour ça. Zoro lui-même, sur Punk Hazard, tranchera le dragon de Vegapunk de la même manière. Pire encore, Onigashima c'était un véritable dragonicide. Ça se dit pas mais c'est pas grave. En plus d'avoir tranché Kaido à de multiples reprises, il en a carrément coupé l'attaque finale de King qui représentait, encore une fois, un dragon. C'est le lore de Zoro de couper des dragons et aujourd'hui sur Elbaf nous avons le plus gros dragon du monde qui peut potentiellement passer chez les ennemis par Imu, ce qui viendra à le grossir encore plus. Et le mieux dans tout ça c'est que Zoro pourrait lui trancher la tête qu'en toute logique Loki n'en mourrait pas ou du moins pas vraiment. Seule sa version Domi-Reversi en subirait les conséquences, ce qui correspond d'ailleurs exactement à ce que nous venons de voir dans ce chapitre. C'est précisément cette forme d'exécution qui a permis à Doribrogi de revenir à la normale. Donc pour vaincre Loki Domi-Reversi, c'est la tête qu'il faudrait viser. Vous aurez donc compris que Zoro et Luffy seraient les principaux meneurs de cet assaut, tandis que Loki, lui, représenterait le premier adversaire depuis des années à nécessiter une alliance de tous les Mugiwara en même temps. En tout cas et de manière globale, le Domi-Reversi de Loki n'est pas forcément une théorie que je n'ai cessé de défendre depuis le début. J'en ai bel et bien parlé dans la review du chapitre 1151, mais je pensais que l'esprit de Loki était beaucoup trop fort pour être corrompu par Imu. Ma vision a beaucoup changé depuis que le grand Chebek est tombé au combat. Si un homme de sa carrure n'a pas été capable de résister à 100% au Domi-Reversi, alors Loki n'y arrivera sans doute pas non plus. Bon, moi j'ai encore un peu envie de rester dans le thème du Domi-Reversi avec une toute petite idée, ça prendra pas longtemps, mais c'est une petite théorie balancée comme ça, sans vraiment de confiance particulière dedans, mais pardon, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Brook, non? Enfin longtemps, pas tellement, tout juste 3 chapitres. C'est pas tant que ça en fait. Ce qui rend ce délai si inquiétant, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu, il affrontait Imu dans le corps de Gunko. Et Imu, on l'a revu depuis, comme si de rien n'était d'ailleurs. Donc ça signifie qu'elle en a fini avec Brook. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Va-t-il à nouveau s'en être sorti sans le moindre problème car c'est un Mugiwara et Oda ne l'aimait jamais
jamais en véritable danger de mort, ou au contraire, Brook est dans le mal, vraiment dans le mal. Et si Brook avait été Domi Riversi. Comme pour Loki, on sait maintenant qu'on peut annuler cet état. Brook est en plus de ça un véritable démon, autant dans son apparence que dans ses pouvoirs. Brook représente tout simplement la mort et il serait le Mugiwara le moins choquant à voir dans cet état-là de domination démoniaque. Alors pourquoi pas? Voilà, donc maintenant que je vous ai seulement immiscé cette idée dans votre esprit, vous aurez du mal à penser à autre chose jusqu'à la prochaine fois qu'on retrouve le Soul King dans les futurs chapitres. Globalement, si je dois donner mon avis sur ce chapitre-là avant de passer à la petite session de questions-réponses du Courrier de Goji, j'ai honnêtement adoré la première partie avec Franky, Lilith et Bonnie. Oui, n'oublions pas, elle qui est devenue en moins d'un arc la petite sœur de tout l'équipage, alors qu'il y a encore quelques années, nous la prenions pour une pirate adulte et concurrente dans la course au One Piece. C'est vraiment un moment que j'aime voir à chaque fois, qu'elle se sente en sécurité aux côtés de Robin, de Franky ou quoi que ce soit. C'est toujours trop adorable en fait, je trouve. Et sinon pour le reste, je trouve quand même qu'on a pris encore beaucoup de temps pour pas énormément de contenu, surtout Domi Riversi qui est un petit peu décevant quoi. Là encore, on a un pouvoir stylé, badass et un minimum original de Imu en personne, mais il est trop facilement contrable quoi. Et ça a tout de suite fait baisser la tension que le chapitre 1150 et 1151 avaient instauré. Donc comme d'hab avec Oda, on n'attend plus trop de conséquences lourdes dans les apparitions de gros antagonistes, ni dans les erreurs des protagonistes, mais quand même, chaque fois, j'espère que le gouvernement puisse représenter une menace fiable qui nous fera, à un moment ou l'autre, vraiment trembler, rien qu'au regard. En tout cas, je l'ai pas dit, mais wow, le chapitre de la semaine dernière était trop bien dessiné. Rien à voir avec le sujet de la semaine, mais c'était du très haut niveau. Bon, maintenant qu'on en est là, et comme je vous le disais, répondant aux questions que vous m'avez posées dans la rediff de ma reaction live, repostée sur ma chaîne secondaire Gojiwara, c'est parti. Hello Goji, avec ce qu'on a appris dans ce chapitre, penses-tu que certains membres du clan Davy pourraient possiblement avoir été dédomis par Chebek sur God Valley quand il a affronté sa famille et qu'ils aient été téléportés par Kuma? Alors c'est une bonne question, mais il faut surtout et encore une fois déterminer quel style de Domi Riversi il s'agit, puisque apparemment ils peuvent être différents. Oui bon désolé les gars, j'ai eu la flemme de me réinstaller dans mon setup d'en haut là pour vous répondre. Là on se met en mode stream, c'est pas grave. Pour une fois c'est pas grave. Ouais, du coup tu fais bien de parler d'eux, car à l'époque où ils sont apparus démonifiés, on se demandait comment c'était possible puisque Imu n'était pas encore apparu sur God Valley. Par contre, Garling était à leur côté et on pouvait donc vite fait suggérer que c'était peut-être lui qui les avait Domi Riversi avec un morceau du pouvoir d'Imu justement, et encore à ce jour, on n'en sait strictement rien finalement, c'est que de la théorie, mais en tout cas ils ont été transformés sans avoir été influencés par Imu en personne, donc ça change quand même peut-être pas mal de choses. Donc en partant de ce principe, est-ce que la famille de Chebek a véritablement été des Domi Riversi ou sont-ils simplement morts? Donc, parce que de ce qu'on voit au chapitre 1162, il les a tous tués, aucun ne s'est relevé, et même lui le dit d'ailleurs. Je pense bien que le Domi Riversi des géants et celui qu'il y a eu sur God Valley est donc différent, c'est vraiment le processus de se transformer en se retournant dans la terre et tout qui semble faire toute cette différence-là, puisque c'est comme ça que Dory et Brogy se sont régénérés. Mais ça n'en reste pas moins chiant, parce qu'au final on n'en sait rien, on ne sait rien du tout, on n'a pas d'explication, et ça nous laisse dans un flou total quoi. J'espère que Imu a d'autres pouvoirs en réserve parce que à part si elle Domi Riversi un Loki ou perso très puissant, il n'y a pas d'intérêt à son pouvoir quand tu connais sa faille. Pour le coup, il n'y a aucun doute que ce n'est pas son seul pouvoir et qu'elle nous montrera des trucs plus stylés, plus puissants, plus badass, ce que tu veux. Déjà, le coup du Domi Riversi, je pense que ce n'est qu'une des nombreuses techniques de son pacte démoniaque, car quand elle l'utilise sur Brogy, c'est exactement comme ça qu'elle commence. Elle annonce la catégorie de sa technique, donc c'est un pacte démoniaque, car c'est bien ce qui se passe. Concrètement, c'est un pacte qu'elle passe avec la personne en question, puis ensuite elle annonce du coup la technique qui est le Domi Riversi. Comme Zoro en fait il fait le Itoryu Yai, c'est le style à un sabre, et après il fait son Shishi Sanson ou autre. Et attends, c'est lequel déjà? Denshinkan. Ouais, je crois que c'est ça. Pas sa monnaie là. Ouais, ça doit être ça. Bref, voilà, en tout cas, Imu, dans son pacte démoniaque, elle doit aussi avoir plusieurs autres techniques. Et voilà, faut pas oublier qu'elle nous en a montré déjà d'autres en fait différentes et on les oublie. Quand elle a invoqué son livre qui lui-même est capable d'invoquer des armes apparemment bien plus puissantes que la normale, comme en témoigne le fusil qui a littéralement explosé la main d'un géant. Donc non, vous inquiétez pas pour ça, c'est sûr et certain qu'elle en a d'autres pouvoirs de ce style en réserve. Après, je vous promets pas qu'il soit plus puissant ou autre, mais en tout cas son style ne se contentera pas que de faire des Domi Riversi. Et j'espère pas. Question, je suis pas fan non plus de Usopp, mais est-ce que tu penses que Loki va mourir et que Usopp récupère Ragnir? Ça irait tellement bien avec la théorie de ses mensonges qui se réalise, ce qui lui donnerait un gros power-up, et puis c'est sa seule chance. Moi, Usopp, il faut pas trop me lancer sur le sujet, parce que je commence à être un peu compliqué. Là, le coup de Usopp qui récupère Ragnir, je sais pas d'où ça sort, parce que ça fait déjà quelques temps que je le vois pop un peu de partout dans mes commentaires et tout, mais je suis désolé, moi j'y crois pas. Après, j'espère avoir tort, honnêtement, même si je connais pas les arguments, ça peut être que positif qu'il récupère une arme si puissante. Le coup de la théorie
des mensonges, etc., qui se réalisent comme ça. En vrai, là aussi, ça commence à avoir de moins en moins de sens, je commence à moins en moins y croire. Ça fait je sais pas combien d'années que plus aucun de ces mensonges ne se sont réalisés, ou alors j'en ai zappé quelques-uns, mais ouais, ça doit faire bien 10 ans. Donc, je sais pas, puis en plus, quoi, là, ça veut dire que l'existence de Ragnir, elle se repose sur quoi? On sait que ce marteau Zoan a protégé le fruit de Nidhogg pendant des siècles en étant son gardien. Donc, en plus de sous-entendre que Loki mourrait alors qu'il vient à peine d'être introduit, ça sous-entend aussi que son fruit sera récupéré par un autre et que Ragnir ne décidera pas de continuer à le protéger, mais abandonnera ce fruit pour aller chez Usopp, sauf si Usopp devient lui-même Nidhogg, ce qui n'arrivera jamais évidemment. C'est un petit peu complicado. Après, ouais, c'est des théories. Les théories, bah, ça peut toujours nous surprendre, hein, même qu'on y croit ou non, hein, et peu importe les arguments. Hein, moi, je sais très bien de quoi je parle. Hein. Il y a des théories que j'ai fait que je pensais pas réaliser, d'autres je les pensais totalement vraies, et soit, bah voilà, elles ont fail, soit elles ont réussi. C'est les théories, c'est le game des théories, c'est cool. En plus, c'est pas la seule vraie chance pour Usopp de power-up. Son power-up passerait par un micro-changement de son comportement, qu'il fait davantage essayer d'aider et de combattre plutôt que de juste de paniquer à la moindre occasion comme il a fait dans ce chapitre. Ça a beau faire partie du personnage, c'est bon, on a compris ça depuis 30 ans, on sait. Et je veux dire par là aussi que Usopp, c'est pas comme si c'était un mauvais perso de base, c'est pas comme si son existence même au sein des Mugi n'a aucun sens. Il a tout ce qu'il faut pour être utile, c'est ça le pire. Il est pas mauvais du tout et ses techniques sont assez puissantes. Il a un talent mais inné, divin pour le sniper, pour le tir. Oda lui a conféré les Pop Green, ce qui est un véritable couteau suisse trop intelligent, lui permettant d'absolument tout faire. Donc le problème, ça vient pas vraiment de Usopp en lui-même, ça vient de ce qu'Oda décide de faire avec lui. Et Oda s'est dit, bah non, Usopp, moi je veux que ce soit juste toujours le pleutre de service depuis le début, et que oui, par moment il a un peu plus de courage, etc. Mais globalement, il bouge pas. Globalement, Usopp, c'est une douleur de le voir. Comme je le disais dans le live, dans le live qu'on a fait hier, là, du coup, c'était une douleur. C'est le voir là, comme ça, réagir. Tu te dis, mais je préférerais qu'il n'existe pas, ce perso, parce que t'es là à attendre, à espérer des choses pour strictement rien. C'est d'une tristesse, mais sans nom. Donc voilà, c'est ma take sur Usopp. Après, voilà, depuis le début d'Elbaf, je suis un peu énervé contre ce perso, parce que je sentais qu'il allait servir à rien, et ça s'est validé, et ça me fait peur, et j'ai peur que jusqu'à la fin il serve vraiment à rien. Donc on verra, mais là j'avoue que ce chapitre il m'a un peu bon, en tout cas voilà, et bon, on arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis au revoir ici, du coup on va pas remigrer en haut, etc., pour se réinstaller dans le setup, c'est pas grave. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour le coup, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant, vous savez très bien, prenez soin de vous et de vos proches, faites attention à vous, et peace les bros.